Bonsoir, bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Nous revenons aujourd'hui pour parler agriculture. Vous le savez, notre pays court depuis un certain moment la crise du maïs dans le Katanga et aussi dans l'espace Kassai. Et le gouvernement congolais a fait recours à nos partenaires traditionnels, aux fournisseurs traditionnels je dirais, notamment la Zambie et l'Afrique du Sud pour approvisionner ces provinces. Mais alors que nous avons des terres et alors des espaces que nous pouvons alors capitaliser et donner à nos populations la nourriture qu'il faut. Et vous savez également que Triangle Socle du Congo parle toujours et comme souvent aussi du domaine agricole avec M. Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. L'agriculture et cette nouvelle pour notre gouvernement d'aller chercher ce que nous pouvons produire chez nous, ça vient bien sûr donner raison à vos thèses que vous avez toujours défendues, notamment que nous sommes capables de nous nourrir et aussi exporter ailleurs. Mais malheureusement, là, nous avons toujours la main tendue même pour ce que nous pouvons nous-mêmes produire. Quelle a été votre réaction? Oui, bon, évidemment, la réaction de tout le monde n'a pas été bonne. Je ne peux pas dire que c'est une très bonne chose que le gouvernement aille chercher le maïs. Pas autre chose, hein, le maïs ailleurs, en dehors de notre pays. Là, ce n'est pas vraiment intéressant. Nous l'avons toujours fait. Et rappelez-vous aussi que Kinshasa est approvisionné par le maïs qui vient de l'Angola. Et mais justement, c'est ce que nous répétons toujours. Si nous avons fait de l'agriculture un des socles pour le développement de notre pays, mais c'est justement parce qu'il fallait avoir des stratégies, des politiques appropriées pour régler de tels problèmes. On aurait compris. Si, par exemple, on nous aurait dit qu'il y avait des inondations quelque part, ça perturbait la production de maïs, ou il y avait sécheresse quelque part, ou une perturbation quelconque, c'est-à-dire un fait extérieur à l'homme, là, nous aurions compris que nous puissions manquer du maïs. Mais ce qui est à la base de ça, à l'insuffisance du maïs dans notre pays, c'est soit l'ignorance, soit la mauvaise volonté ou le manque de stratégie. Mais vous savez que notre pays est compté parmi les pays où la malnutrition aiguë fait rage. Nous perdons des enfants et même des adultes à cause notamment de la malnutrition. C'est parce que justement il manque à manger et cette pauvreté est accentuée notamment à travers ce manque de politique agricole. Justement, soit l'ignorance, soit c'est tout ça, la paresse, c'est tout ça. Mais le gouvernement... La politique appropriée du gouvernement devait être une politique appropriée par rapport à l'existence de nos terres et par rapport à l'existence de la main-d'œuvre. Et enfin, par rapport aux moyens. Mais quand on ne tient pas compte de ça, parce que la nourriture est liée à la nature même de l'homme. L'homme ne s'est pas créé de lui-même. C'est Dieu qui l'a créé. Mais quand Dieu a créé l'homme, pourquoi il a obligé à l'homme de manger tous les jours? Parce que sa survie en dépend. Mais justement, est-ce que Dieu ne nous aurait pas créé autrement pour éviter le fait de manger chaque jour? Mais si nous avait créé en disant, bon, je vous crée, mais vous allez manger juste même une dizaine de grains de riz par semaine, ou une dizaine de grains de maïs par semaine, on n'aurait pas vécu cette crise. Mais comme Dieu veut que nous puissions manger beaucoup de grains de maïs par jour, mais voilà, nous devons avoir une approche, une stratégie appropriée. Mais c'était cette insuffisance de stratégie qui nous a mené vers ça. Et alors, le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, à travers le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, nous avons alors entendu de grandes annonces, notamment le gouvernement va s'investir dans l'agriculture, va financer des projets. Et ici, beaucoup nous craignons déjà le scénario du genre Bukanga Lonzo, non? Mais, c'est-à-dire,
je ne peux pas dire que le gouvernement ne doit pas réfléchir, ne doit pas apporter des solutions. Mais parfois, nous disons que ce sont des solutions. Nous avons déjà réalisé une émission d'ailleurs autour de ça, de la démarche. Nous sommes encore dans la démarche que je qualifie d'antique, où il y a l'état des lieux, vous identifiez les causes et vous proposez des pistes de solutions. Ça, sur le plan rationnel, sur le plan de plusieurs personnes, on croit que c'est une bonne démarche. Mais c'est quoi alors la solution pour vous? Est-ce que le gouvernement ne devrait pas s'intéresser aussi à l'agriculture? Parce que sa population, lorsque ça manque, c'est auprès de lui qu'on se... S'intéresser à la population, c'est une chose. Mais avoir la démarche pour atteindre les résultats, c'est une autre. Alors quelle serait pour Maintenant, vous? la démarche qu'ils ont adoptée, c'est la démarche que j'ai toujours critiquée. En disant, vous faites les constats, vous relevez les causes éventuelles et vous faites des propositions de solutions, les pistes de solutions. Ça, c'est une démarche dépassée, très dépassée, mais on ne s'est pas encore rendu compte de ça. Mais nous disons ceci. Après avoir fait les constats, parce que le constat est toujours fait d'une très bonne façon, nous faisons très bien le constat, l'état des lieux, mais nous avons beaucoup de personnes qui le font très bien. Maintenant, après avoir fait l'état des lieux, mais la question, qu'est-ce que vous voulez? Le maïs en abondance. Voilà, le maïs en abondance. Nous voulons le cacao en abondance. Oui, hein, parce que c'est par exemple, on parle de Lubumbashi où le sac de 25 kilos pouvait atteindre 100 000 francs. Et n'oubliez pas que nous sommes dans un environnement où la spéculation fait rage. Mais justement, maintenant quand vous dites ce que vous voulez, vous voulez l'abondance. Prenez seulement le cas de maïs. L'abondance de maïs. Maintenant, cette abondance, comment l'atteindre? Il y a deux objectifs que vous voulez viser, l'abondance de maïs et le prix, voilà, et le prix abordable. Donc maintenant, du côté abondance, qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'abondance de maïs dans notre pays? Parce que les terres sont là. Les terres ne réclament rien, sauf que les terres réclament qu'elles soient cultivées. Mais qui doit cultiver? Est-ce que nous avons un problème de semences? Parce que quand vous voulez avoir une grande quantité, c'est que vous devez avoir d'abord la terre disponible, les semences disponibles et la main-d'œuvre appropriée. Si vous avez tout ça, est-ce que vous pouvez maintenant planter en abondance? Vous parlez de la main-d'œuvre. Là, nous faisons allusion notamment aux personnes physiques que nous avons. Nous avons beaucoup de chômeurs qui peuvent bien sûr travailler dans les champs agricoles. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, l'agriculture a été modernisé. Après la mécanisation, aujourd'hui, nous avons l'agriculture moderne. C'est ce qu'on pouvait espérer à travers notamment le projet de Bukangalonzo. Non, il ne faut pas être mystifié par le modernisme. C'est le modernisme qui est à la base de ça. Mais c'est l'homme. Et l'homme, pour fabriquer la machine, il a besoin de quoi? De la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre est inévitable. Que vous soyez dans le modernisme de l'agriculture, vous aurez besoin de techniciens, vous aurez besoin de ceci. De la main-d'œuvre est indispensable. Maintenant, comment, si vous voulez aussi, comme vous le dites, moderniser en achetant beaucoup de machines, mais c'est tout ça, il faut résoudre ces problèmes. Est-ce que nous avons une main-d'œuvre? Faut-il travailler à la main pour cultiver 20 hectares ou bien il faut chercher la machine? Il faut chercher la machine. Maintenant, on parle du problème de financement. Comment financer l'achat des machines? Comment financer la formation de ceux qui doivent travailler? C'est tout ça. On a l'argent. Vous avez l'argent nécessaire? Oui. Maintenant, acheter les machines, former les gens qui doivent travailler. C'est du temps, hein, parce que le maïs, nous en avons besoin tous les jours, à partir de maintenant. Et toute cette liste-là que vous faites, c'est du temps en même temps. Ah oui. Mais tout a besoin du temps. Alors, soyez des magiciens. Comme ça, vous dites, j'ai besoin du maïs. Le maïs apparaît et puis vous commencez à manger. C'est ça, justement, la prévision. C'est ça, la stratégie. C'est-à-dire, si le gouvernement sait que j'ai des hommes dans mon territoire qui doivent manger, mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Et qui doivent manger tous les jours. Mais c'est identifié, ils mangent quoi? On ne doit pas, notre gouvernement par exemple, ne doit pas se mettre à produire le caviar
à produire des huîtres parce qu'on va nourrir la population avec ça. Mais là, vous tapez à côté. Nous savons qu'est-ce qui nous est nécessaire dans notre pays et comment on peut produire ça, où il faut produire ça. C'est ça l'essentiel. Mais ce sont des réflexions qui doivent se faire obligatoirement. On ne peut pas se passer de ça. Donc, si aujourd'hui vous voulez acheter le maïs, mais pour demain, vous allez continuer à acheter. Alors, montez les stratégies nécessaires qui pourraient vous donner la possibilité d'avoir du maïs d'ici quelques temps. Et pour avoir ça, c'est la réflexion. Ce n'est pas d'abord l'argent, non. D'abord la réflexion, une réflexion qui commence par l'état des lieux, qui suit, ce qui suit, c'est l'identification ou la définition des objectifs. Parce qu'à partir de ces objectifs, vous allez bien identifier, bien cartographier vos risques et vous allez mieux traiter ces risques-là et vous aurez des solutions adéquates et réalistes, pragmatiques. Et non être dans les nuages. Oui, mais c'est comme maintenant. Le gouvernement se dit, je vais financer de mini-projets. Mais c'est un vœu. Mais là, Déjà, nous savons que les services nationaux de son côté aussi travaillent parce qu'officiellement, selon le gouvernement, les maïs vendus par le service national, le prix c'est 19 000 francs, le sac de 25 kilos. Alors, pour le trouver, vous savez que c'est un problème. D'ailleurs, pour les fonctionnaires, même les militaires à qui on vendait ces sacs de maïs à bon prix, il y avait un critère, donc on ne pouvait pas acheter au-delà d'un ou de 2 sacs. Alors aujourd'hui que la crise est vraiment ressentie, notamment dans le Kasaï et dans le Katanga, ça devient plus que urgent. Alors revenir sur un tableau qui va nous amener dans le temps, et alors que nous avons des espaces, c'est encore amener cette population à souffrir et à attendre longtemps. Non, ça ne vous ramène pas dans le temps. La réflexion, elle peut se faire même en 2 jours. Alors si on recourait par exemple à nos partenaires, nos fournisseurs de toujours la Zambie, c'est toujours un peu cher ou bien l'Afrique du Sud? Non, justement, c'est ça la stratégie, non? Vous allez recourir à ces producteurs pendant combien de temps? C'est depuis toujours. Mais justement, maintenant, en recourant à l'extérieur toujours, voilà le résultat final. Nous avons besoin de maïs. Maintenant, vous allez chez vos fournisseurs traditionnels, ils refusent de vous vendre. Qui est bête? Mais c'est vous-même. Parce que vous n'avez pas eu des projections pour dire, bon, nous pouvons acheter pendant 5 ans ou pendant 2 ans auprès de nos fournisseurs, mais 2 ans après, donc, la 3e année, nous devons être capables de nourrir notre population. Voilà la stratégie. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, on doit faire la magie pour dire, bon, Sésame, ouvre-toi, le maïs est là. Non. Aujourd'hui, on peut se dire, on a besoin du maïs, nous allons acheter. OK. Pas qu'on en a besoin, aujourd'hui, on achète pour nourrir la population. Mais on doit nourrir la population pendant combien de temps? En achetant le maïs ailleurs. On doit avoir une stratégie pour dire, on achète pendant 1 année, on peut se dire, bon, pendant 2 ans, on va acheter, on programme ça. Mais 2 ans après, le maïs, ce n'est pas un produit qui, pour pousser, a besoin de 5 ans. Non. 4 mois, vous avez la production. Donc, en 2 ans, vous pouvez très bien vous organiser. Alors, très bien vous organiser pour avoir maintenant beaucoup de maïs, inonder les marchés de maïs 2 ans après. Mais c'est faisable. Maintenant, vous avez besoin d'argent. Voilà la mauvaise réflexion. Ah, on doit faire ceci comme Bukangalonzo. Mais Bukangalonzo a échoué. Faut-il reprendre l'échec de Bukangalonzo ou reprendre Bukangalonzo en corrigeant certaines erreurs? Parce que même si vous corrigez Bukangalonzo, c'est-à-dire vous relancez quelque chose comme Bukangalonzo, en corrigeant certaines erreurs, vous n'allez pas résoudre les problèmes. Alors si Bukangalonzo était un échec, aujourd'hui le gouvernement est en train de penser à financer des micro-projets bien sûr. Bukangalonzo, c'était dans une sorte de partenariat public-privé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le gouvernement devrait seulement financer les projets des particuliers sans pour autant que lui-même soit dedans? Mais juste la raison pour laquelle nous disons, si Bukangalonzo a échoué, c'est qu'il y a eu des événements qui ont fait que les Bukangalonzo puissent échouer. C'est-à-dire les risques. Il y a eu des risques qui ont été concrétisés et ces risques, c'est l'avènement de ces risques-là
était arrivé et conséquence, échec. Ça veut dire quoi? Raison pour laquelle nous disons, quand vous avez une réflexion à faire, vous devez faire une cartographie des risques jusque dans les moindres détails. Au moins, vous pouvez prévenir beaucoup de choses. Même s'il y a un risque qui pourrait survenir, parce que le risque zéro n'existe pas, mais au moins, vous aurez la possibilité de maîtriser beaucoup de choses. L'échec sera amoindri. Le cas de Bukangalo, c'est on a perdu de l'argent pour rien. Alors que si on avait fait une bonne analyse des risques, on pouvait déjà déceler les risques éventuels. La mauvaise gestion pouvait déjà être décelée comme risque, et le gaspillage comme risque. Beaucoup de risques allaient être identifiés, évalués, on aurait traité tous ces risques-là pour que Bukangalo reste un projet qui allait réussir. Et ce qui est plus compliqué, le risque qui est causé par l'humain et non par le projet lui-même en soi, ou bien les catastrophes naturelles, non, mais plutôt l'humain. C'est ça maintenant le grand problème. Est-ce que des hommes congolais qui peuvent alors aller au-delà d'eux-mêmes et de gérer des projets pour l'intérêt public, nous pouvons encore compter sur eux sans pour autant utiliser des mécanismes du genre justice, contrainte et autres. Mais justement, c'est-à-dire quand on fait l'analyse des risques, on donne des réponses à toutes ces questions. L'homme congolais est-il capable de gérer un tel projet? Si oui, quel serait le profil de cet homme-là qui doit gérer? On définirait tout ça. Mais vous ne faites aucune étude, vous donnez seulement, il faut qu'on nomme un gestionnaire. Vous le nommez. Maintenant, il y a des débâcle, vous voulez encore vous en prendre contre qui? Il n'y avait pas de catastrophe naturelle qui a mis échec à Bukangalo. Il y avait seulement des mauvaises évaluations à tous les niveaux. Et mauvaise évaluation peut-être de la quantité à produire, mauvaise évaluation de l'évacuation, mauvaise évaluation des gestionnaires. Donc, une série de mauvaises évaluations, conséquence, échec. Donc, on ne doit pas se précipiter en disant, maintenant que nous voulons relancer des gros projets comme Bukangalo, mettons l'argent sur le tapis. Non. Mais il faut bien identifier ces actes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut-il mettre en mouvement des micro-projets? Faut-il créer une banque, genre banque de crédit agricole, qui avait existé à un certain moment? Pourquoi cette banque avait-elle échoué? Ça c'est vieux et ça reviendra aujourd'hui, il faut attendre des années. Mais nous avons besoin de ça parce qu'on ne peut pas faire une bonne agriculture sans financement. Surtout une agriculture mécanisée sans financement. Et c'est le financement qui pourra subventionner ceux qui sont dans les domaines agricoles pour qu'ils aient des machines pour bien cultiver des grandes étendues. On ne doit pas revenir à l'époque de l'esclavage où il n'y avait pas de machines. C'est l'homme qui devait faire des grandes plantations de canne à sucre. Des carences du genre maïs aujourd'hui dans le Kasaï au Katanga, Kinshasa, nous devons aussi en parler. Le 25 kilos de maïs, c'est pas moins de $20 aujourd'hui même à Kinshasa. Alors dites-moi, est-ce qu'il faudrait que les expatriés viennent encore envahir un domaine qui pourrait nous revenir plus facilement, comme dans d'autres domaines qui sont envahis, d'autres domaines de l'économie qui sont envahis par les expatriés? Mais c'est ça la encore stratégie. Une grande crainte. C'est ça la stratégie. Est-ce que si on avait une bonne stratégie, c'est compliqué de produire beaucoup de maïs par les Congolais? Mais ce n'est pas compliqué. C'est question d'un encadrement technique et financier. C'est tout. Parce que la terre est disponible. On ne va pas aller importer la terre. La terre est là. Encadrer seulement ceux qui veulent. Il faut identifier ceux qui veulent. Parce qu'il y a des gens qui apprennent, là-bas, on donne un financement. Lui est spécialiste des mines, mais le voilà, il entre de l'agriculture parce qu'il y a un financement. Donc, il y a des gens qui ont cette vocation d'être agricoles. Et ces gens-là, souvent, n'aiment pas les villes. Ils préfèrent aller dans la campagne ou près de la campagne pour s'occuper de l'agriculture. Et ces gens-là existent. Mais quand vous confiez des financements d'une façon fantaisiste à n'importe qui, mais attendez-vous à un échec.
Donc nous devons reconnaître que nous n'avons pas une bonne stratégie agricole. Rien. Mais déjà, La conséquence de cette souffrance. nous avons un code agricole, nous avons tout un ministère, un département ministériel même, département gouvernemental. Oui, les départements existent. Mais quelle est sa stratégie? Le code agricole notamment. Non, ce n'est pas une stratégie. Ça, c'est un texte, un papier. Il ne suffit pas de bien écrire le français dans un document pour dire que c'est très bon. Et c'est réaliste. Et c'est adapté à ce que j'appelle la démarche que j'ai indiquée là. Est-ce que dans le code agricole, a-t-on bien défini les stratégies, les objectifs? Si oui, a-t-on fait une cartographie des risques? Est-ce que vous voulez dire que le code agricole que nous avons, bien que son application, je ne sais pas s'il pose problème ou non, parce que déjà nous sommes dans un contexte où l'agriculture est déjà même au niveau vivrière, lorsque vous avez plus de 100 millions d'habitants, est-ce que cette législation, si elle n'est pas adaptée à notre contexte, mais est-elle vraiment à la hauteur de donner aux Congolais ce qu'ils ont besoin, notamment la nourriture dans leurs assiettes? Mais si c'était efficace, on aurait atteint l'objectif. Mais si nous avons faim, il y a insuffisance alimentaire, c'est que le code, on ne peut même pas vanter un tel document qui n'apporte pas des résultats escomptés. Si les documents, ils estiment que le document est bon, mais ils devaient aussi être capables de dire le document est bon, mais ce sont les hommes. Donc la donne homme devient une donne importante pour avoir un résultat. Donc on peut tout dire, les résultats c'est l'échec. Notre agriculture n'est jusque-là. Mais à l'époque de Mobutu, on a vanté agriculture, priorité des priorités. Mais c'était un bon slogan. Mais quelle était la stratégie qui avait accompagné ce bon slogan? Même le Kabila père qui dit prenez-vous en charge. Mais c'était la réalité. Il n'a pas menti. Mais quelle était la bonne stratégie qui avait accompagné cette détermination de nous prendre en charge? Aujourd'hui aussi, le président Tshisekedi a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Voilà. C'est à travers notamment l'agriculture. Mais c'était un bon concept. Et maintenant, les résultats? C'est-à-dire, ça prouve quoi? Les idées sont là. Les gens ont cette volonté de faire mieux. Mais malheureusement, la démarche qu'ils adoptent, c'est cette démarche qui rend un mauvais service à ces gens-là. Mauvaise démarche. Parce que si, au départ, on avait bien identifié les objectifs, bien défini les objectifs, que nous voulons ça et ça et ça, et puis, maintenant, pour atteindre ces objectifs, parce qu'on ne doit pas viser nécessairement très gros. On peut se dire, l'objectif global est là, mais pour l'atteindre, il y a des objectifs spécifiques. Par exemple, on veut inonder le marché congolais en maïs, mais c'est un objectif global. Maintenant, quand vous allez définir les objectifs spécifiques, on vous dira, faut-il le faire avec la houe ou avec la machine? Ah, avec la machine, ok. Maintenant, qui doit conduire ou avoir ces machines-là? Il faut les importer. Est-ce que vous avez l'argent pour importer? Et quand ça viendra, qui va les utiliser? On doit importer la main-d'œuvre pour utiliser les machines ou il faut former? Ah, il faut former. Il faut former. Avec quels moyens? Parce que les gens peuvent venir de gauche, de droite, ils doivent être formés. Il faut des moyens aussi pour les former. Est-ce que vous avez des semences améliorées? Ah non, on n'en a pas. Il faut les acheter? Oui. Tout ça, ça va exiger l'argent. Combien on peut budgétiser tout ça? Nous, on a besoin de 300 millions pour faire tout ça. Ok. Est-ce que vous avez 300 millions disponibles pour ça? Ou ne fût-ce que la moitié? Ou l'un tiers? Ah, nous n'avons que l'un dixième. Mais comment voulez-vous atteindre un objectif qui exige 300 millions? Vous n'avez que le dixième. Alors, au lieu d'être malhonnête en vous-même, pour souhaiter avoir un objectif qui exige 300 millions, mais rabattez-vous à un objectif plus petit qui exige peut-être 30 millions, 50 millions, que vous allez facilement atteindre. Et après, vous aurez un deuxième objectif que vous allez vous définir. Et petit à petit, vous allez avoir le résultat escompté. Mais on parle également aujourd'hui, M. Wifoumanou, de nos campagnes qui ne manquent pas des produits qui peuvent être fournis aux grands centres comme Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimaï, Kananga, Kisangani.
Bunia et comme aussi Beni. Mais malheureusement, nous avons un problème sérieux des routes, des dessertes agricoles. Ça aussi, vous êtes l'homme du Congo profond. Mais justement, mais dans la stratégie, on doit tenir compte de ça. Ma question, oui? Est-ce que nos campagnes sont-elles capables de nourrir, d'approvisionner nos villes en produits de première nécessité? Monsieur Boufouma, on parle de nos campagnes qui ont alors des produits, mais malheureusement, ces produits ne peuvent pas parvenir arriver dans les grands centres justement parce qu'il manque de routes, de dessertes agricoles. Alors moi, je voudrais vous poser, vous, la question parce que vous êtes l'homme du Congo profond également. Est-ce que nos campagnes sont-elles capables de nourrir les grands centres, nos villes? Mais bien sûr, nos campagnes sont capables de le faire. Pas seulement toutes choses restant égales par ailleurs, c'est-à-dire avec leur esprit de vouloir faire une agriculture vivrière, non. C'est-à-dire les campagnes qui sont là, c'est quoi? Il y a la terre, non? Dans nos campagnes, il y a la terre. Est-ce que cette terre peut-elle être cultivée pour produire? La réponse est oui. Maintenant, quand ils ont produit, est-ce que c'est seulement pour eux-mêmes ou ils peuvent revendre dans les centres urbains? La réponse est oui, ils peuvent revendre dans les centres urbains. Mais maintenant, comment transporter ces productions de la campagne vers les centres urbains? C'est ça la question. Or, dans la démarche des risques, on analyse tous ces aspects. On va produire le manioc dans tel contrée. On peut avoir combien de sacs par an? Autant de sacs. Bon, qui va manger ça? C'est seulement les petits villageois qui doivent gonfler leur ventre avec ce maïs ou ce manioc. Non, on peut vendre quelque chose. Comment ça pourra venir? On analyse. Ah, les routes ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger les routes? On résout ces problèmes-là. Donc, dans cette démarche, tous les petits détails, même, la route est bonne, mais un petit pont peut vous caler. C'est-à-dire avec le projet tel que celui de 145 territoires, on peut répondre peut-être en partie à ce problème, notamment de manque de nourriture dans les grands centres. Bon, je ne sais pas s'il y a des provinces qui ont eu une stratégie pour booster l'agriculture de la province. Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les 145 territoires, on a plus parlé des centres médicaux, des écoles et certaines routes. Bon, s'ils ont tenu compte de ces volets, maintenant, vous voyez la différence d'objectif. Quand on dit on doit arranger telle route, c'est pour qu'elle serve à quoi? C'est pour qu'elle serve à faciliter le trafic de tel endroit à tel autre endroit. Ce trafic, c'est pour tout le monde. Donc, les gens peuvent utiliser ça pour n'importe quoi. Un transport, tout simplement, transport des humains, transport du personnel. On quitte ici pour aller là-bas, on utilise la route. Ça peut aussi être un objectif. Mais si on a l'objectif agricole, on a un objectif agricole, c'est différent. C'est différent parce que la réflexion devient tout autre. Parce que c'est dans un objectif qu'on fait ça. Et cet objectif vous oblige à tenir compte, par exemple, de tel pont. Où est-ce qu'on produit? On produit dans tel coin. Donc, ce coin-là doit être facilité. C'est comme on sait que Kinshasa est nourri par Bandundu et le Congo central, le Grand Bandundu et le Congo central, et notamment aussi l'Équateur à travers le fleuve. Donc on peut dire que si on avait des voies navigables, des voies routières, et même ferroviaires, on aurait résolu en quelque sorte aussi ce problème. Mais justement, mais surtout quand vous intégrez ça dans la stratégie agricole, ça devient tout autre. Parce que vous allez vous dire, on va produire pendant combien de temps? Combien de fois on arrange les routes? Ils arrangent la route aujourd'hui, et puis une année après ça s'abîme, et deuxième année, il n'y a plus rien à faire, il faut continuer. Il faut faire autre chose, les plaintes reviennent. Mais si c'est dans une vision agricole, vous savez que nous allons produire d'une façon définitive et à tout moment.
Donc, vous aurez une autre façon de faire pour mieux arranger les routes. Alors, un autre problème que nous avons, c'est au niveau de la transformation. Vous savez qu'au Congo, nos mangues, nos oranges, nous les mangeons toujours et encore, comment je dirais, crues. La transformation, c'est encore un vrai problème. Mais c'est tout. Est-ce que nous sommes incapables de produire? Et c'est la transformation, la conservation que nous pourrions réussir aussi. Mais c'est tout ça la stratégie. Qu'est-ce que nous... C'est-à-dire, c'est comme si nous ne savons pas ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons la production? Auquel cas, il y a toute une stratégie qu'il faut utiliser. Est-ce que nous voulons la transformation, la conservation? Chaque objectif visé a sa stratégie. Si vous voulez la transformation, première chose, on va vous dire, il faut avoir l'électricité. Mais si vous voulez la conservation, c'est la même chose. Parce que vous n'allez pas conserver avec des bois. Bon, il y a des gens qui conservent les poissons fumés. Mais on n'a pas besoin d'électricité pour faire les poissons fumés qui atterrissent à Kinshasa. Les bois seulement, on coupe les bois, on fume et puis ça devient un produit conservé. Mais tel est notre objectif. Parce que nous parlons de la transformation, la valeur ajoutée, je vais vous proposer de suivre une dame qui, elle essaie, avec un groupe de dames aussi, de jeunes, à transformer notamment nos produits locaux de l'agriculture, notamment les légumes. Alors, nous allons suivre ce qu'elle fait, et qui est d'ailleurs une des grandes fans de notre émission. Et après, nous reviendrons pour commenter ce qu'elle fait. Sombalamba, c'est un concept que nous avons mis en place pour pouvoir faciliter le ménage, le foyer, le femme battante, ou soit pour gagner du temps en cuisine. Nous transformons des légumes. Voilà, nous avons les légumes et notre produit phare, c'est le pondu. Il est vrai, nous avons aussi comme on appelle les amarantes, légumes d'unda, légumes verts, et aussi le poisson salé prêt à la cuisson. Donc, mais notre produit phare, c'est les pondus. Nos clients principaux, ce sont les Congolais premièrement. Les Congolais premièrement, tout Congolais. Et comme vous le savez que le pondu, je dirais que c'est un produit de base de consommation pour tout Congolais. Et vous savez comme moi que le pondu se consomme dans toute l'étendue, sur toute l'étendue de la RDC. Chaque tribu consomme le pondu. Et vous verrez que dans chaque tribu, le pondu a un nom, comme au Congo central, on dit les Sakasaka, le Bandundu, au centre, on appelle Matamba ou Kaleji, au Kino, on dit pondu, le Swahili, il dit sombe. Donc, c'est quelque chose qui se mange partout, mais chacun a sa façon de le cuisiner. Maintenant, nous, à notre niveau, nous avons jugé utile de pouvoir rendre facile manger le pondu, que ça ne soit plus un corvée de manger le pondu. Avant, pour manger le pondu, il faut aller au marché, l'acheter, prendre du temps et puis tout ça. Bon, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faciliter les choses? Et voilà comment est venue l'idée. Nous achetons le pondu auprès de femmes maraîchères et que nous apprêtons, nous épiçons. Ce n'est pas un pondu non épicé, avec épices déjà. Et nous les vendons hebdomadairement et aussi nous livrons aussi. Mais c'est surtout en ligne, hein. Nous prenons des commandes en avance et nous livrons chaque samedi. Nous aimerions que nos produits du terroir soient mis en avant. Ouais, nous avons beaucoup de produits chez nous. Nous avons beaucoup de bonnes choses à mettre dans nos assiettes, à donner à nos enfants. Nous n'avons pas de champs. Ce que nous faisons, nous achetons auprès de ceux qui ont des champs, qui cultivent le pondu, ou soit auprès de femmes maraîchères. Vous voyez, parfois nos mamans vont acheter leur pondu et puis ils ne savent pas trop comment le couler. Ils viennent au marché, ils attendent les clients potentiels. Mais nous achetons auprès de ces femmes-là. Nous avons fidélisé une clientèle. Donc elles savent déjà, quand elles vont se procurer, elles savent déjà comment et où couler leurs marchandises. Et ce n'est pas tout. Vu qu'il y a des gens, il y a ceux qui mangent le pondu moulu à la machine, comme on dit, hein, au marché, mais il y a des ménages, des familles, des foyers qui ne mangent pas le pondu fait à la machine, qui mangent essentiellement notre pondu à l'ancienne, hein, pilé au mortier. Donc, nous avons des femmes que nous employons. Donc, c'est aussi notre manière à nous de contribuer au plan national du développement.
si vous voyez dans les objectifs qui se sont fixés, le troisième objectif est également aussi de créer de l'emploi et de promouvoir l'agriculture. Donc nous voulons un peu participer tant soit peu. Donc à ces programmes-là, nous donnons des emplois. Il y a des femmes qui viennent chaque week-end, qui pilent, qui sont rémunérées. Voilà, nous venons là de suivre Madame Anita, qui fait notamment du pondu, qui encourage entre autres le maraîchage, qui met en valeur les légumes que nous consommons tous les jours. D'abord, votre premier commentaire. Oui, j'ai pitié d'elle. C'est-à-dire? J'ai pitié d'elle parce qu'elle a une ferme volonté de vouloir évoluer, mais sans encadrement. Elle n'est pas encadrée. Peut-être sur le plan technique, elle est encadrée, mais sur le plan finance, elle n'est pas. Je ne pense pas qu'elle soit encadrée. S'il était encadré, elle aurait fait mieux. Et déjà, l'idée est bonne. Parce que, attention, l'idée est bonne. Non, l'idée, pas de problème. C'est une très bonne idée de vouloir conserver tout ça. Ça, c'est une très bonne idée. Mais ma pitié, c'est que elle risque de produire avec un coût de production élevé. Et en fin de compte, les gens ne vont plus acheter ce qu'elle vend ou ce qu'elle propose. Et c'est ce qui va provoquer sa chute. Qu'est-ce qui pourrait alors promouvoir une telle activité, oui? Le pondu, il y a la valeur ajoutée qu'elle a mise là-bas. D'abord, elle a pilé. Le fait de cueillir, piler, c'est déjà, quand vous pilez, vous avez ajouté une valeur là-bas. Bon, elle parle des épices qu'elle a mises. C'est aussi une valeur ajoutée. L'emballage, c'est aussi une grande valeur. Par kilo, elle va vendre combien? 6 500, c'est ça le prix. Par kilo. Voilà. Or, nos familles, une seule famille peut manger combien de kilos de pondu? Ce n'est pas moins de 3 kilos quand c'est une grande famille. Ce qui veut dire qu'elle est à combien? À plus ou moins 20 000. Pour qu'une famille mange le pondu, à satiété, il faut au moins 20 000. Pondu. Mais quelle est cette famille qui va perdre 15 000 francs pour manger le pondu? Donc les gens préféreront aller acheter les pondus à 5 000 francs. Et là, vous avez déjà les pondus de la famille ce jour et même du lendemain. 5 000 francs. Donc, quand ils vont comparer, ils se diront, moi je préfère aller acheter les pondus chez les mamans. On en vend à tout moment, partout. De sorte que il n'y a que peut-être les gens de la classe moyenne qui vont se dire, bon, moi je n'ai pas, mes mains sont tellement légères. Justement le temps, parce qu'elle a parlé aussi du temps. Mais justement, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont préférer, ceux qui vont, moi je dois gagner du temps, je n'ai pas le temps de piler les pondus, il faut que j'achète un pondu déjà pilé. Combien vont raisonner comme ça? Or, elle doit vendre à un prix intéressant. Maintenant, la personne qui se dit, bon, comme pour manger les pondus, je dois dépenser 20 000 francs. Parce que 1 kilo, 6 500. Maintenant, 2 ou 3 kilos, vous êtes au-delà de 10 000. Alors que si vous prenez, même vous achetez pour 5 000, vous engagez une personne, une dame qui peut vous aider à piler, 5 000 à chaque pondu, 5 000 les services pour piler, vous avez 10 000. Des épices aussi, il faut compter. Mais c'est tout ça. Oui, mais sinon... Donc, l'idée, je dis bien, l'idée est très bonne. Mais maintenant, c'est l'encadrement. L'encadrement financier allait faire quoi? Cet encadrement allait l'aider à baisser les différentes charges. Au lieu que les kilos de pondu, il faut voir de quelle matière il s'agit. C'est le pondu. Ce n'est pas l'épinard ou ce n'est pas, je ne sais pas, les mbika, c'est le pondu. Et vous connaissez les pondus à travers les pays. Alors maintenant, si quelqu'un doit vendre 1 kilo de pondu à 6 500, donc le nombre de personnes qui vont acheter sont réduits. Maintenant, ça va impacter sur sa trésorerie. Parce qu'elle n'aura plus, pour bien fonctionner, elle doit vendre. Mais si la vente est réduite, parce que les gens se disent, bon, mais je préfère acheter les pondus et puis faire piler, je ne dépense même pas 5 000. Vous voyez que les gens n'auront pas le temps. Mais si la dame était subventionnée pour certaines choses,
avait la facilité d'obtenir des crédits quelque part, elle allait produire le coût de production. Alors, qui pourrait faciliter nos entrepreneurs, notamment dans le domaine agricole, à avoir des crédits parce que nous n'avons pas de banque, l'État aussi. Mais c'est ça la taille. Investir, malheureusement, c'est dans les grands projets. Mais c'est ça la stratégie. Peut-être encore réussissent difficilement. Mais c'est ça la stratégie. C'est-à-dire, si l'État avait une stratégie intéressante, l'État pouvait faire vendre, en subventionnant certains domaines, on vendrait certains services à bas prix ou certains ingrédients, par exemple les papiers d'emballage, à bas prix, de sorte que le coût de revient d'un kilo de pondu fait par la personne serait autour de 3 000 ou 2 800. Ici, nous revenons alors à donner raison à ceux qui disent que les produits que nous avons au niveau local coûtent beaucoup plus cher que ceux importés d'ailleurs. Ça, c'est un gros paradoxe. Mais non, ce n'est pas un paradoxe. Il faut maintenant vous poser la question, pourquoi ça coûte moins cher à l'importation? Mais c'est parce que ceux qui produisent ces produits, ils ne produisent pas ça chez nous, ils produisent ça chez eux. Mais chez eux, peut-être ils sont subventionnés, le coût de revient de leurs produits est faible, par conséquent, ils peuvent vendre faible, à un prix intéressant. C'est comme par exemple, si aujourd'hui, pour qu'elles vendent les pondus, 1 kg de pondu à 3 000 francs, même 2 500 francs, mais ça devient impossible pour elles. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui l'ont obligé à vendre 6 000 francs. Maintenant, il faut réduire beaucoup de prix pour que le coût de revient soit par exemple de 2 000, 1 kg produit à 2 000, et avec une marge de 500 francs par kilo, elle vendrait par exemple à 2 500. Là, facilement quelqu'un peut dire, bon, pour manger le pondu, toute la maison, on a besoin de 2 kilos. Bon, on a dépensé comme 5 000 francs. Bon, si je dois aller acheter, piler, tout ça, je vais dépenser 4 000 francs. Il te dit non, autant acheter 5 000 francs, comme ça, ça va vite, au lieu de dépenser 4 000, et puis avec toutes ces dépenses de tout ça. Voilà l'analyse à faire. Maintenant, comment subventionner une telle maman? Et qui doit le faire? Et tout ça, c'est le travail de l'État. Mais la stratégie. Parce que l'État peut maintenant dire à certaines personnes, bon, venez investir pour produire les emballages à bas prix. Venez investir pour produire peut-être ceci à bas prix. Comme ça, en achetant à bas prix les ingrédients qui entrent dans sa production, au moins la personne aurait un coût de revient faible et vendrait aussi à un prix faible, abordable. Mais si on ne fait pas ça, mais raison pour laquelle la Midema se plaignait, la compagnie sucrière se plaignait, que leur coût de revient était supérieur au coût de revient des produits importés. On a connu les problèmes de ciment. Les ciments qui venaient de l'Angola, 3-4 $, vous avez un sac de ciment à Loufou. Mais le coût de production d'un sac de ciment, ce n'est pas moins de 6 000 $. Chez nous ici, le coût de production, pas moins de 6 000. Quand ils vont ajouter plutôt pas moins de 6 $. Quand ils vont ajouter leur marge bénéficiaire, vous allez dans les compagnies de cimenterie, un sac de ciment au prix de l'usine, c'est souvent 6,9. 6,9. Prix d'usine. Si vous allez acheter beaucoup, il peut vous faire une petite réduction de 6,5. Donc, vous voyez que le coût de production est très important. Mais pourquoi c'est important? Ce sont ces genres d'analyses qu'on doit être capable de faire dans le pays pour dire, bon, maintenant, alléger la tâche à ceci pour que nous ayons tel résultat. Mais quand vous faites les choses sans objectif, sans analyse des risques, sans traitement des risques, comment vous le voyez? Mais si le gouvernement parvenait à assouplir les coûts de production au niveau local, vous savez, vous connaissez aussi son impact sur les revenus, notamment les recettes de l'État. Non. Mais quand on parle des exonérations, pourquoi on parle des exonérations? Mais nous les avons décriées ici. C'est déjà la conclusion, malheureusement. Attention, les exonérations, ce n'est pas une mauvaise chose d'exonérer. Mais c'est la mauvaise exonération qui est mauvaise. Donc il faut exonérer des choses qu'il faut réellement exonérer et de la meilleure manière. Mais quand vous exonérez avec fantaisie pour donner beaucoup plus de profit à tel autre, c'est que vous avez mal exonéré. Mais si vous exonérez pour aider la personne à mieux rendre service à la population, là ça devient une bonne exonération. Malheureusement, c'est à ce niveau-là
qu'il y a ce grand débat. Mais chez nous, si on décrit les exonérations, mais c'est parce qu'elles sont mal conçues, mal octroyées. Une exonération, c'est un crédit d'impôt. Donc l'État refuse d'avoir cet argent et vous redonne cet argent pour que vous puissiez mieux l'aider dans les circuits. C'est ça l'exonération. Mais vous avez votre argent, on vous exonère, ce n'est pas pour mieux aider l'État dans les circuits, mais c'est pour davantage vous enrichir. Alors là, ça ne va pas. En conclusion, on peut retenir que l'État peut faire mieux dans l'agriculture, notamment en nous donnant le maïs en abondance. Non, c'est-à-dire l'État, c'est la moindre des choses. Et la RDC est le pays du monde le plus facile à développer. Le développement de la RDC est un jeu d'esprit. Les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, mais on peut leur démontrer ça même après. C'est un jeu d'esprit. Dès que nous allons comprendre ce jeu d'esprit, vous verrez que le développement de la RDC sera extrêmement facile. Ah, merci, je comprends que ça devient métaphysique, on en parlera peut-être après. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va revenir prochainement pour répondre aussi aux questions des téléspectateurs. Ok, merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo, réalisé par Sylvie Mweba. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. On se retrouve prochainement sur la même fréquence, avec le même plaisir. Au revoir.